Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Guy Ménard, toujours à l'animation, accompagné de Pierre Pajot. Rebonjour, voilà. Guy. Donc, nous poursuivons avec Thierry Laure. Loa. Thierry Loa, oui. Thierry Loa. On dit vraiment Loa, OK. L-O-A. Ça s'écrit L-O-A, d'ailleurs, il faut bien le dire. Alors, oui. OK. Qui est scénariste, non, réalisateur, producteur, conception sonore. Conception sonore, caméra, scénario, l'homme orchestre. L'homme orchestre qui vous propose... je vais reprendre finalement un peu le titre du communiqué qu'on reçoit. C'est rare, mais je ne sais pas trop comment définir votre film parce que c'est un tout à la fois. Ouais. Un magma. Oui, un film symphonique sur l'Anthropocène. En effet. Ouais. Donc, si on part juste de l'Anthropocène, on va essayer d'expliquer pour nos auditeurs c'est quoi l'Anthropocène. Et le mot symphonique après, il faut en parler. Continue. Oui. Ben, en fait, c'est... Bonjour. Bonjour. Et... c'est deux mots-clés pour le film, symphonique et anthropocène. Symphonique, ça définit la forme du film, sa présentation, et l'anthropocène, c'est le sujet adressé. Donc l'anthropocène, c'est la nouvelle époque géologique, donc de la Terre, dans laquelle on est aujourd'hui, et qui a été engendrée et marquée par l'être humain, son développement et l'entreprise humaine. Et un des caractères de cette époque aussi, c'est on fait face à la 6e extinction massive planétaire en ce moment, que l'humain contribue à ça. Donc en gros, c'est une nouvelle époque géologique qu'on est tous concernés, on est tous des acteurs là-dedans, on participe et ça change l'écosystème. Et le changement climatique qu'on vit en ce moment, c'est qu'un des effets de cette époque. Donc, ça donne une vision pessimiste de l'avenir, oui, non? Je dirais pas nécessairement pessimiste, parce que quand même, le développement humain, ça a amené des bons progrès pour l'humanité. Ça, il faut l'avouer. Mais dans votre film, ça demeure quand même optimiste, parce qu'on va revenir sur la forme. Il y a énormément de rapports finalement au son, à toutes les formes je veux dire, de sonorité de musique. Et vers la toute fin, dans cette expérience je veux dire, de l'image et du son, vous nous ramenez finalement vers la nature avec des sons naturels, une montagne. Donc, il y a aussi dans cette conclusion une certaine, je dirais, un positivisme face à l'avenir de la place de l'homme sur cette planète. Oui, en fait, pendant tout le long du film, on reste dans des endroits très, disons, clos. Oui, le départ, les grottes et tout. Oui. En effet, disons, underground, et on va jamais... dans le ciel, disons, pour voir la nature. Et enfin, je ne veux pas spoiler la fin du film, mais en effet, on voit des montagnes. Vous verrez comment ça se rajoute tout ça à la fin, quand vous verrez le film. Mais à la fin, en effet, on fait comme une communion, on se retrouve dans la nature. Mais quel type de climat on se retrouve, ça c'est la question aussi. Quel type d'endroit ces montagnes, etc., comme vous l'avez vu, c'est particulier, l'environnement. Non, c'est vrai, j'avoue, il y a un point d'interrogation dans les derniers plans. Il n'y a pas une affirmation, c'est ceci. Moi, spectateur, je regarde et je le vois avec aussi un point d'interrogation. Qu'est-ce exactement que cela qui... Qu'est-ce qui nous attend, où on est, où on s'en va. Et c'est ton intention de nous laisser avec un peu un point d'interrogation. Oui. Mais au-delà du propos, ce qui nous marque énormément, c'est cette expérience cinématographique auquel vous nous invitez. L'essentiel du film est là, c'est l'expérience physique, physiologique, disait Eisenstein. J'aime bien que vous faites référence à ce grand cinéaste, parce que ces gens-là m'ont beaucoup inspiré et influencé. Nos maîtres des années 1920, Vertov, bien sûr. Ruttmann. Oui, Ruttmann, Berlin, Symphonie d'une ville. J'y ai pensé, moi, en voyant votre film. Et tous ces cinéastes étaient préoccupés et fascinés par leur époque.
Donc, ils ont fait des films qui captaient un peu leur époque, la modernité. Disons, la modernité dans leur époque était vue d'une autre façon. Oui. Et 100 ans après, là, on est ici. Et à ma façon, moi, j'ai voulu faire un film du même genre, mais qui raconte un peu notre présent et le futur qui s'en vient. Tout comme Vertov et Rodman ont voulu faire. Donc, c'est vraiment en pensant à eux. Certainement, il y a eu d'autres cinéastes qui m'ont influencé, mais tous ces gens-là m'ont aidé. C'était comme une grande étude de cinéma et de la littérature pour moi d'avoir Mais ce créé sont des ce maîtres film. aussi. Hein. Mhm, Et je me oui. souviens, au début du siècle, il y avait un courant qui s'appelait le futurisme. C'était un courant italien, français et soviétique, entre le cubo-futurisme en Russie. Et l'idée, c'est ça, là, le monde dans lequel nous arrivons, de l'industrialisation, de l'électricité, de la vitesse, du mouvement. Là, il y avait une vision extrêmement idyllique, presque, de ce que serait le futur. Il y a même de ça dans Berlin, tout ça. Oui. Mais toi, aujourd'hui, on ne peut pas avoir le même... la même vision idyllique. Hein? Il faut être plus circonspect. Oui, mais disons, on est passé là-dedans, les temps modernes, disons même controversés. On est passé là-dedans et là, on se retrouve un peu de l'autre côté, dans le 21e siècle, le monde post-moderne. Et là, on a beaucoup de questions. On sait qu'il y a beaucoup de possibilités, techniciens, technologiques, mais où on s'en va? Comme Einstein disait souvent, tu sais... OK. Un petit clin d'œil à Einstein également dans votre film. Ah oui, en effet, Einstein fait une apparition dans le film. Oui. Voilà. Oui, non, mais comme il disait souvent, dans notre course pour arriver, pour perfectionner la technique, on perd nos repères. C'était quoi le but au début? Donc, il faut faire attention, surtout avec les technologies, c'est des outils au final, c'est pas une fin en soi. Ouais. Et la particularité également de 2022 Oméga, c'est d'avoir été tourné en pellicule. Oui, c'était essentiel. C'était essentiel, pourquoi? Oui. Ben, c'est sûr, pellicule argentique, oui, et monochrome noir et blanc. Ouais. Donc, ça aurait pu être numérique monochrome, mais ça aurait été pour moi une sorte de triche, parce que pour le film, dans l'ADN de son langage, ça devait être la pellicule, parce que la pellicule aussi fait face à une crise, disons, existentielle. Dans quelques décennies, ça va être disparu. J'espère qu'il y aura toujours des cinéastes qui le feront, mais si Kodak arrête de produire de la pellicule, comment on pourrait en faire des films avec? Donc, pour moi, c'était essentiel parce que utiliser cette technologie, c'est un commentaire en soi des changements qui se passent dans le monde, même dans les médias, la façon qu'on consomme l'image, la façon qu'on crée l'image. Voilà, ça c'est une des raisons, la raison, disons, philosophique peut-être, ouais. Et, mais je trouve que le terme philosophique est approprié à votre film, parce que c'est clair que c'est pas un traité de philosophie comme on peut l'entendre. C'est pas un livre, quand c'est même. pas un livre. Non. Mais lorsqu'on regarde votre générique, premièrement, il y a beaucoup de références à des films qui vous ont marqué, dont vous avez mentionné tantôt, mais il y a également des livres. Oui. Et il y a toute cette réflexion sur la postmodernité, cette réflexion sur la notion du spectacle de Guy Debord, la pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Donc, il y a, je veux dire, derrière cette expérience visuelle et sonore, aussi également une réflexion sur la place de l'image actuellement, comme vous mentionné, la place, le rôle de l'homme dans notre société à venir. Donc, vous nous invitez, vous invitez le spectateur finalement à poursuivre chez lui ou avec lui-même votre réflexion à l'aide de ces grands questionnements-là. Certainement. Parce que, disons, pour moi, je pense que le cinéma peut être vu de plusieurs façons. Ça peut être une forme de divertissement, mais aussi une forme de contenu intellectuel qui nous invite à réfléchir ou qui nous aide à nous informer. Pour moi, les films qui m'ont marqué, c'est souvent des films qui sont des expériences cinématographiques pures, mais aussi qui m'ont vraiment... qui ont éveillé quelque chose dans mon esprit, dans ma tête. Donc,
je voulais créer un film un peu de ces mêmes pensées. Et c'est pour ça, à la fin, je fais référence à toutes les sources qui m'ont inspiré. 2001, évidemment. Certainement, oui. C'était assez évident. Oui. Koyaanisqzi. Oui, Même Lipset. Oui. Moi, je m'assieds, Lipset. Je regardais ton film, il y a un cinéaste, un film que j'avais vu. Et j'ai dit, un cinéaste de l'ONF des années 60 qui faisait des affaires, le recyclage. Là, c'est en voyant ton générique, j'ai retrouvé. Oh oui, c'était Lipset. Oui. Souvent oublié, ce cinéaste. Oui, souvent oublié. Mais j'avais oublié son nom, mais je me souvenais de son style, de son... En effet. Mais il a influencé Kubrick et George Lucas. C'est incroyable. Et le titre de mon film rend hommage à son film 2187. C'est lui que j'avais vu. Moi, c'est le premier film de lui que j'ai vu, un souvenir au Festival du film de Montréal. Et moi, je vais parler aussi de la musique parce que j'ai été touché. Moi, j'ai fait 2 ans de chorale de grégorien. Excellent. Ça, puis pour moi, ça a une dimension presque, je sais pas, j'allais dire religieuse, mais... Cosmique. Mystique, religieuse. Il y a quelque chose de... Tu sais, je veux pas te prêter d'intention de ce point de vue-là, mais il me semble que la musique crée comme une vision, je sais pas, religieuse, je sais pas si tu accepterais le mot, mais... Oui, 100%. Parce que ça a été fait avec ses intentions, disons, pour... quand on va dans une salle de cinéma, parce que ce film a été vraiment conçu pour la salle de cinéma et pour beaucoup de cinéphiles, j'imagine, de gens. Quand on va dans une salle de cinéma, c'est comme aller dans un temple. Oui, c'est vrai. C'est ça où le cinéma vit. Mais certainement, il y a une nouvelle forme de cinéma, de streaming et tout ça, ce qui est super aussi. Mais si on parle des expériences cinéma en salle... Donc, ce film a été conçu pour ça et je voulais créer une expérience assez, disons, onirique, spirituelle, qui marche très bien avec le thème, les images, quand on parle de l'humanité et quand on parle de l'histoire du cinéma. Voilà. Vous savez que les théoriciens des premières salles de cinéma, ils avaient employé l'expression des cathédrales. Et là, je trouvais que ce serait bien aussi pour ton film parce que toutes les icônes et tout, donc c'est comme, il y a une dimension expérience cathédrale avec la multiplicité aussi des images. Et je dois ajouter qu'avec les compositeurs... Mais toi aussi, tu as composé, oui. Ah oui. Mais le gros travail a été fait grâce à Guillaume Martineau, Philippe Lebon, Ida Toninato. Et ensuite, on a Philippe Bélan qui a fait le montage et l'arrangement de musique. Donc, avec cette superbe équipe, disons, ma direction, moi, c'était de leur dire, créons une musique qui a cet aspect spirituel. Donc, les éléments choisis sont l'orgue d'église, chant de chorale, donc la voix, chanter, c'est vraiment là où on retrouve un peu l'humanité. C'est incroyable que l'humain puisse chanter comme il ou elle peut, parce que c'est assez unique pour l'espèce humaine de pouvoir utiliser, de même communiquer. Là, je vous parle, je vous envoie des informations verbalisées, mais c'est très unique à notre espèce. Il y a des chants de gorge inuits aussi, qui sont extrêmement importants. Oui. Ça, c'était essentiel. Et qui nous ramène à la dimension presque du début de ce qui a fait, qui a germé, qui a fait naître un petit peu tout ce rapport au monde. Oui. Ben, je voulais fusionner ces chants, disons, ancestral, anciens, pour dialoguer avec... le moderne. Le moderne, oui. Parce que si on parle de la modernité, il faut vraiment qu'on va chercher plus loin. Donc, Et moi, j'aimerais aussi qu'on s'intéresse parce que c'est difficile pour les gens, je pense à la radio. Il faut bien comprendre, c'est un film expérimental, donc il n'y a pas un récit, on ne peut pas vous dire qu'il y a une histoire. Expérientiel, je dirais. Oui, d'accord. Parce que expérimental, ce genre de film symphonique a été déjà fait dans les années 20. Moi, je suis en train de reprendre ces codes, pour ce mouvement, pour faire un nouveau film dans ce style. Ouais. Et tantôt, j'ai introduit avec Thierry Loy, Loy, oui. Comme un homme orchestre. Et c'est important parce que lorsqu'on voit le film, ce qui nous frappe, c'est le nombre
lieux, que vous visitez. Fascinant. C'est fascinant parce que, oui, il y a une expérience à tous les niveaux, mais également, c'est cette façon, presque de sillonner, je veux dire, notre planète actuelle. Qu'on passe, on reconnaît, on connaît un peu New York, on connaît Venise, on reconnaît certains lieux, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est comme si vous étiez partout dans un certain sens. Et comment avoir réussi, une seule personne, à tout, je veux dire, filmer ça, c'est un exploit pour moi, là. Merci. Mais c'est 5 ans, 10 ans de votre vie? 5 ans de montage. Non, excusez-moi, 5 ans de tournage. Oui, hein? Et arrivé à la 3e année, je croyais avoir terminé. Et donc, j'avais numérisé toutes les pellicules que j'avais tournées à date. Et je regardais les footages. Je me suis dit, ah ben non, c'est pas fini. Il manque des choses. Et donc, on a passé 2 ans de plus, donc 5 ans au total. Et ouais, c'était un gros défi. Les lieux qui sont vraiment les acteurs dans le film. Et les gens sont là, qui, disons, fréquentent ces lieux, sont un peu dans le... En fait, c'est comme si les lieux devenaient dans le foreground, les gens dans le background, dans le background. Mais il y a des fois, ça a pris 6 mois d'attente pour avoir accès, par exemple, à l'usine de fer, 6 mois de négociation, d'attente. Mais ça a demandé beaucoup de patience et de persévérance. Oui, persévérance. Mais je savais que c'était le gros défi du projet, mais c'était ça. Il fallait le faire. Et je pense que le résultat, on le voit à l'écran. Et ça me fait plaisir de pouvoir partager cette expérience, cette aventure, ce voyage de cette façon très cinématographique. À partager, oui. Puis, il nous reste quelques minutes, mais je dois avouer, je l'ai vu 2 fois. Et la première fois, je pense que j'ai été, comme tous les spectateurs, capté par l'expérience. Et la deuxième fois, là, je me suis été plus attentif à une forme de récit. Et finalement, ce qu'on constate, et ça aussi, je pense, c'est la force du film, c'est que vous racontez quelque chose. Il y a vraiment... Puis ça m'avait marqué parce que au générique, vous parliez d'épilogue, de prologue, de partie et tout. Je veux dire, non, il y a une organisation. Et quand on le voit une deuxième fois, ben oui, je veux dire, il y a vraiment une organisation. Hein? L'arrivée de l'homme, le rapport de l'homme à l'objet, comment l'objet prend possession de l'homme. Moi, c'est pour ça que j'ai pensé à 2001, moi. Le monolithe au fœtus astral, là, j'ai dit, wow. Et les visages des enfants. Et ça a l'air très simple lorsqu'on le voit à l'écran, mais je sais qu'en filmant dans une multitude de lieux, en ayant une quantité, d'après moi, innombrable de sons... 50 heures. 50 heures. Pellicule. De trouver une forme, de donner une forme à ça, c'était aussi un défi. Oui, en effet. Pour ne pas se perdre, parce que c'est facile de se perdre dans les sons puis dans les images, mais de conserver une certaine rigueur narrative dans le non-narratif, entre guillemets, c'est très, très exigeant. Oui, mais c'était un exercice de raconter une histoire qu'avec des images et de la musique, qui est le cinéma épuré. C'est Berlin. Oui, voilà. Berlin Symphonie d'une ville, c'est l'homme à la caméra. Oui, en effet. C'était et ça. Et même 2001, l'Odyssée de l'espace, dans le 3e acte. Oui, le 3e acte. Oui, il y a peu de paroles et tout d'un coup, ça devient très cinéma pur. Donc, mais en fait, j'ai écrit tout le contenu du film, le récit, disons, sur papier, qui a pu me guider. C'est comme si j'avais écrit une version, disons... romanesque. Oui, voilà. Oui, en effet. Et c'était ça, mon blueprint, disons, pour le montage. Il fallait qu'il y ait une cohérence. C'est pour ça que je dis, c'est pas nécessairement un film expérimental, c'est un film expérientiel, oui, film expérience symphonique, mais ça raconte une histoire, et c'est visuel et musical. Merci beaucoup, Thierry Loy. Donc, on rappelle que 2022 Oméga est présenté à la Cinémathèque québécoise depuis hier et également au Cinéma du Parc. En effet. Au Cinéma du Parc, c'est bien. Oui. Et on invite tous les gens à assister. À découvrir. Et à découvrir 2022 Oméga. Merci beaucoup. Merci à vous, un grand plaisir.